Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Et oui, retour du podcast hebdomadaire avec moi aux commandes. Mais ça, vous en avez l'habitude. Mais j'accueille un invité parce que je n'avais pas envie de me sentir seul. Un invité qui peut-être sera récurrent, on verra ça, que vous avez déjà entendu. C'est avec sa voix de crooner et très calme et très posée, qui fait rêver vos femmes. Alors écoutez ça seul. Si vous êtes marié, bien entendu. Et si vous êtes une femme, régalez-vous parce que vous avez sa voix et du baseball. Donc, c'est Alexis du compte pinstripe.fr qui me rejoint aujourd'hui. Comment tu vas, Alexis? Salut Julien, ça va très bien, très bien, très bien. On est encore dans l'intersaison, donc c'est l'hibernation, mais ça se réveille doucement. Donc ravi de pouvoir faire le point sur les news avec toi. Bah ouais, super ça. Alors, on a un delay monstrueux. Ouais, Je rappelle que c'est notre envoyé spécial aux États-Unis. Il prend la température sur place. Donc voilà, c'est pour ça. Donc on va essayer de voir si ça bouge pendant qu'on on fait l'épisode. Première partie, on peut faire un tour des signatures et dernières trades qu'on a eues. Notamment, il y a des choses qui sont très intéressantes, notamment du côté des Giants et surtout une grosse signature qui a eu lieu cette nuit. Mais une signature qui peut lever certaines et beaucoup de questions en vrai. Et puis les petits trades qu'il y a eu. Et puis après, on va faire une petite tournée des joueurs qui restent disponibles. Et ensuite de ça, on va vous parler de quelques autres news, World Baseball Classic. Et après, on terminera sur le cas Puerto Rico. Eh bien, je vais laisser, une fois n'est pas coutume, la parole à l'invité pour nous présenter les petites signatures qu'il y a eu dans cette intersaison pour l'instant. Donc, c'était un peu les rattrapages de la semaine dernière. oui, bah du coup, on a eu, comme tu l'as dit, beaucoup de petites signatures par-ci par-là et un gros contrat qui est tombé juste la nuit dernière au moment où on enregistre. Donc, les premières signatures dont on va parler, c'est celles faites par les Giants. Donc, les Giants avaient besoin de signer dans l'infield, avaient besoin de signer dans l'outfield et ils sont allés chercher deux des peut-être plus gros noms qui restaient à ce moment-là disponibles. Donc, le premier, c'est Luis Arraez, donc, qui est un joueur un peu euh, soit on n'aime pas, le style Luis Arraez. Donc c'est un batteur de contact, peu de puissance, mais c'est un batting champion, hein. Il a remporté 3 fois le batting champion de 2022 à 2024, donc ça reste un gros nom et très peu de strikeout, hein. On est à peine à 3 de strikeout. Donc du coup, ils lui ont donné un contrat, de juste 1 an pour 12 millions de dollars. Donc pour jouer notamment en deuxième base. Alors, c'est une grosse amélioration pour les Giants parce qu'ils avaient un OPS catastrophique à la position, en 2025. On était aux alentours de 0,617. Donc, c'est vraiment, je pense, une amélioration, à ce niveau-là pour les Giants et c'est un contrat très court pour Arraez. Donc, ça va être on voit ce que ça donne et peut-être qu'on va le prolonger, pour la saison prochaine. Mais c'est le premier, donc une première grosse signature assez intéressante du côté des Giants. Ouais, ce qui est intéressant, est-ce qu'ils veulent le faire jouer deuxième base parce que c'est pas un défenseur reconnu, hein, soyons clairs. Non. Maintenant, il a joué l'essentiel des saisons qu'il a faites avec les Padres en première base, qui n'est pas vraiment son poste naturel. Donc Mmh. moi, j'espère en tout cas, moi je suis fan du joueur, j'adore, parce que c'est un joueur de contact et très bon. Et donc ça va nous faire un lead-off qui est quand même assez intéressant et qui peut nous amener du coup déjà une fatigue sur les lanceurs adverses et puis surtout une présence sur base.
On rappelle, hein, l'année dernière, c'est 181 hits, je crois, C'est ça, record leader en National League. leader en tout cas en NL. Donc, c'est pas mal, ça va amener, quand même quelque chose de bien au batting des Giants. C'est une très bonne signature. C'est une très bonne signature pour moi. Alors, défensivement, on verra ce que ça donne, mais en deuxième base, c'est pas non plus, bon, c'est vrai que De toute façon, faut essayer, hein. Et Devers non, Arraes, après, contre on les va voir. frappeurs gauchers, ça va C'est être Adames rigolo. entre les 2. Heu, oui, mais là, Adames ça reste va plus, devoir, faire l'histoire des l'essuie-glace. des droitiers. Oui, Mais tu oui, vas voir que ça va s'amuser, hein, du côté des gauchers. Bon, bref, gaucher contre gaucher, ça va être sympa. Et non, mais alors, tu me pour moi, parles de c'est la une deuxième signature signature? intéressante, et la deuxième signature donc des Giants, c'est, donc dans l'outfield, Harrison Bader, donc pareil, une signature, je pense, très intéressante pour les Giants. Donc Bader, c'est un bon batteur, mais c'est surtout un très bon défenseur, Gold Glove en 2021, et c'est, un des meilleurs défenseurs dans l'outfield depuis 2018, à ce niveau-là. Et c'est, une grosse amélioration. Les Giants étaient catastrophiques, dans l'outfield en 2025, et ils donnent donc 2 ans de contrat cette fois-ci pour Harrison Bader, 20,5 millions de total, donc 10, à peu près 10 millions l'année. Heu, Très rentable, je trouve, cette signature. Harrison Bader, je pense que c'est un profil qui, correspond bien, à ce que les Giants cherchaient, c'est-à-dire, une bonne batte, mais surtout du renfort en défense. Et du coup, 20 millions sur 2 ans, c'est aussi un très bon prix. Quand on voit que, par exemple, on donne des, 22 millions à Trent Grisham, on peut qu'être jaloux de ce genre de signature. Ouais, mais surtout tu apportes un joueur complet défensivement C'est ça. et offensivement, qui a la puissance en plus. Donc c'est une excellente signature. Clairement, c'est un message qui moi, je pense qu'il y a un message, hein, qui est passé par les Giants, là, pour dire, on entre, un peu plus dans la danse. Les Padres ne se renforcent pas, mais ils sont pas non plus, en train de se dilapider non plus, mais ce sera voilà, il y a une place à prendre. Les D-backs, on sait que c'est compliqué. Ils ont signé récemment, là, hier, je pense, Carlos Santana en première base pour assurer le relais derrière Josh Naylor. Ouais. Mais bon, euh, ça se resserre et je pense que les Giants ont dit bah, écoutez, on va aller chatouiller les Dodgers cette année. En tout cas, si on ne les chatouille pas, on s'assure une place, on ne rate pas les playoffs. C'est plutôt un peu le signe qu'ils sont en train de montrer. Et Harrison Bader, vraiment, c'était pour moi le joueur à signer dans un outfield, tu l'as dit, catastrophique et surtout un outfield qui n'a pas été stable depuis un moment parce Oui. qu'il n'y a pas eu un opening day depuis 2020, T1, je crois, où c'est les mêmes outfielders qui ont commencé. Donc, bonne Non, chance à pour lui moi, parce que c'est pas. c'est un profil qui correspond parfaitement aux Giants. C'était aussi un des gros noms sur, la liste des free agents dans la outfield, et bien sûr, on n'était pas au niveau des Bellinger ou Tucker, hein, au niveau d'Harrison Bader, mais je pense que ça reste peut-être même un nom sous-coté, à ce niveau-là, et il prend un contrat de 2 ans, et un profil qui vraiment correspond bien à ce que les Giants recherchaient, donc pour moi, ils ont mis dans le mille à ce niveau-là, quoi. Non, côté bâton, je suis d'accord avec toi. C'est pas un Tucker ou un Bellinger. Par contre, de côté Oui, oui, oui. défensivement, Bellinger et ne sont pas Harrison Bader. Bellinger est très À bon quand même, hein. noter aussi. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais il est pas centerfield. Euh, Bah, à noter, il est mais plus, attention, il est plus. on parle de défense. Mais attention, bientôt, sans doute, un défenseur dans l'outfield qui va arriver très fort parce qu'il se prépare avec notre ami Kiermaier, c'est O'Neal Cruz Oui. des Pittsburgh Pirates. Donc, Oui, oui, c'est vrai que j'espère qu'il lui apprendra à se sortir les doigts du cul. Parce que défendre, je pense que ça devrait aller, mais sortir les doigts du cul, c'est une autre histoire. Voilà, nous verrons bien. Hein, hâte on que verra. commence cette saison et les Pirates qui sont très, très actifs.
est assez. Ils ont raté un gros nom, on en parlera tout à l'heure, mais ils restent actifs et Skins a bien fait de mettre la pression. C'est pas encore, Ouais. c'est pas encore des contenders, mais une équipe qui se construit et qui a l'air pas mal. Tu poursuis? Ouais, alors sur ma liste, moi, j'ai aussi beaucoup. Enfin, sur des équipes assez actives, il y a eu les White Sox aussi qui sont un peu mis. Alors, ils avaient signé euh, Murakami, à qui ils ont donné en plus des bidets, histoire d'être sûr qu'il reste et qu'il soit content. Mais ils ont aussi signé Austin Hayes, donc qui est un outfielder euh, qui a eu une batte positive de manière générale, donc 105 d'OPS+. C'est un bon bras dans la outfield aussi, donc un assez bon défenseur. Après, il a manqué beaucoup de matchs sur les 2 dernières saisons. Donc 59 matchs manqués en 2025, 77 en 2024. Donc ça reste un cas assez incertain. Il lui donne un contrat de 1 an au final pour 6 millions. Donc ils prennent du renfort aussi à ce niveau-là dans la outfield. Un petit risque parce que il a l'air d'être quand même assez à se blesser, mais c'est aussi encore du renfort qui vient chez les White Sox. Et derrière, on a. Et derrière, on a un trade, du coup, un trade entre White Sox et Red Sox, donc un changement de chaussettes pour Jordan Hicks. Jordan Hicks qui est envoyé chez les White Sox avec donc deux prospects, euh, enfin plusieurs prospects. Il y a un prospect qu'on connaît déjà qui est David Sandlin, qui est donc un pitcher. Deux joueurs à nommer plus tard, du cash. Tout ça contre un prospect des White Sox, un autre joueur à nommer plus tard, donc les fameux joueurs dont on entendra peut-être dans 6 mois finalement qui sera envoyé. Mais du coup, X qui part. Ou qu'on ne verra jamais. Ouais, peut-être jamais. Mais X qui part du coup, qui change de chaussettes pour partir de Boston à Chicago. Il a 2 ans de contrat, 25 millions de contrats restants. Boston va payer 8 millions à Chicago pour s'en débarrasser. Euh, donc c'est vraiment genre, Boston n'en voulait vraiment plus. Ils ont dit prier pour l'envoyer ailleurs. Donc finalement, bon, Jordan Hicks, il n'avait pas été très bon en 2025, 34 matchs, 7 d'IRA quasiment en 2025. Mais il avait été acquis dans le terrain de Devers. Donc c'est vrai que ça fait un peu mal de se dire on se débarrasse enfin, on a envoyé Devers aux Giants pour peut-être, probablement se débarrasser un peu de salaire. On se débarrasse du joueur qu'on a envoyé là. Enfin, c'est un peu, un peu les chaises musicales. Mais du coup, Jordan Hicks qui va se retrouver cette fois-ci chez les White Sox. Allez, une grosse signature qu'il y a eu, c'est Eugenio Suarez chez les Reds Ouais, aussi. donc retour chez les Reds pour Suarez, qui avait fait une bonne partie de sa carrière de 2015 à 2021 là-bas, donc Cincinnati. Ouais. Euh, donc c'est un contrat très court pour Suarez, 1 an, 15 millions. C'était pour moi quand même un gros nom dans la liste des free agents parce que c'était quand même 49 home runs en 2025. Tu as l'assurance d'une certaine quand même puissance en troisième base en recrutant Suarez. Donc, il avait fait. Enfin, il était passé d'Arizona, donc Diamondbacks, aux Mariners l'année dernière à la trade deadline. Euh, alors, ça reste un défenseur pas très très bon, mais il compense quand même. Donc, c'est vrai que seulement un contrat de 15 millions, il y a quand même une option mutuelle pour une saison supplémentaire. Mais je m'attendais à un peu plus, surtout vu les contrats qu'on a vus ces derniers temps. Au final, il n'y avait pas tant de marché que ça pour Suarez. Mais je suis surpris, par exemple, que des équipes comme les Red Sox ne soient pas allées chercher un profil comme Suarez. Euh, à 15 millions, ça paraissait quand même assez peu cher payé, quoi. Non, ça va. Et puis c'est un joueur vieillissant. Et puis, à mon avis, surtout l'utiliser comme DH, plus qu'autre Oui, chose. oui. Donc, bon, Mais pour un du coup, DH, ouais, c'est pas mal. c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai que 15 millions, je m'attendais peut-être à ce qu'il puisse aller chercher un peu plus parce qu'il avait fait quand même assez sensation l'an dernier
avec 49 home runs. Et enfin, c'est pas la première fois qu'il frappe 49 home runs. Il a déjà fait, je crois qu'il avait fait, je sais plus quelle année, mais il est assez coutumier du fait de frapper quand même pas mal de home runs. Donc, c'est pas juste, c'était la saison de sa vie. Et tu peux quand même te dire qu'il peut avoir une certaine constance quand même qui lui reste sur quelques années. Mais du coup, c'est les Reds qui récupèrent Suarez au final. Mais ça peut être bon pour les Reds et Francona va savoir en tirer, à mon avis, Mhm. parti. Et cette manque de puissance qu'on avait remarqué à Cincinnati l'année dernière va peut-être être compensée par cette arrivée. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Moi, il y a un autre move qui m'a marqué, si tu veux bien, Ouais, c'est Brendan Donovan qui part de Saint-Louis pour ouais. aller à Seattle. Gros Alors, trade compliqué. ouais, à 3 parce que Seattle envoie Ben Ben Williamson Williamson. à Tampa Bay et Tampa Bay envoie une tripotée de joueurs à Saint-Louis. Plutôt bon move pour Tampa Bay, même si je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin d'un troisième base. Mais en tout cas, le gros truc, c'est Brendan Donovan qui a été très bon la saison dernière. Ouais, Un excellent joueur, très complet, très bonne défense, qui vient du coup s'ajouter dans l'infield, un joueur aussi polyvalent, donc qui vient s'ajouter dans l'infield et qui a plutôt un bon bâton. ouais. C'est 2 ans plutôt de contrôle. intéressant pour Seattle. Ouais. 2 ans de contrôle, Et assez peu cher aussi, hein, parce que ça reste le nerf de la guerre. Et un profil, ouais, de contact aussi. Alors, pas aussi puissant que Luis Reyes, mais très peu de strikeout. Et un profil qui semble correspondre pas mal à T-Mobile Park, où frapper des home runs, ça reste quand même assez, euh, assez compliqué. Donc là, un profil vraiment contact, peu de strikeout, euh, beaucoup de contrôle. C'est vraiment le parfait, euh, le parfait remplaçant de Eugenio Suarez, je pense, enfin, un profil qui correspond plus aux Mariners avec Donovan, quoi. ouais, mais c'est un frappeur polyvalent, hein. Il a quand même assez plus de puissance si on compare à Luis Arraez, il est quand même plus puissant. Ah oui, 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 Euh, non, c'est sûr, c'est sûr. mais C'est un c'est un intermédiaire. joueur de contact, en effet. C'est quelque chose dont ils avaient besoin parce qu'ils encaissaient énormément de strikeouts. C'était un problème qui avait été identifié lors de la saison Ouais, 2024, qui a de nouveau été identifié en 2025. Donc non, c'est plutôt un bon move pour Seattle. Et puis surtout défensivement, ça referme le tout et c'est pas mal. Donc ouais, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal. ouais. Ensuite, allez, qu'est-ce que tu as Bon. d'autre dans ton petit sac? Alors, j'ai pas trouvé la valeur exacte du contrat. Je sais pas s'il est tombé dans la nuit ou pas, mais on a eu IKF, Isaiah Kiner-Falefa, qui a signé chez les Red Sox pour 1 an. Donc, petit contrat pour un infielder euh, pour les Red Sox, du coup, c'est plus un joueur, enfin, AKF, c'est plutôt un joueur polyvalent dans l'infield, donc qui plutôt peut-être joueur de banc qu'autre chose, mais un petit renfort à Boston. Mais surtout, on a eu la grosse signature de la nuit et de la semaine, qui est tombée à Détroit, avec la signature du coup de Framber Valdez, donc le lanceur gaucher euh, qui était à Houston donc jusque-là, qui signe un gros contrat, 3 ans, 115 millions, donc une valeur de 38 millions, un peu plus de 38 millions à l'année. Et c'est le plus haut, donc la plus grosse valeur de contrat pour un lanceur gaucher et pour un lanceur d'Amérique latine. Euh, donc, énorme contrat pour les Tigers qui font un gros coup en prenant un des, un des gros noms des free agents au niveau des lanceurs qu'il y avait Bah, sur la liste au début au d'intersaison. starter, enfin, des starters restants, c'était le dernier gros nom. Ah, c'était le dernier Moi, gros nom, oui. je suis étonné du timing parce que qu'il n'ait pas été pris déjà plus tôt et ça Oui. arrive loin. Après, c'est peut-être. Euh, Il y a eu des moments. Il y avait eu un moment qui est pointé dans la saison qui fait que peut-être qu'il y avait une hésitation de certaines équipes. C'est le moment où il lance la balle
visiblement volontairement sur son catcheur de frustration. Lors d'un lancer, il y avait Ouais. eu ce moment-là euh, qui, alors, on a parlé de ça lançait de, non, non, c'était une mauvaise communication, etc. Mais ça arrivait après, je crois que c'était un grand slam de Trent Grisham, à un moment où on voit le lanceur qui lui, enfin le catcheur qui lui dit non, non, on n'y va pas, il y va, et du coup, il sera, enfin, et clairement, après, il envoie la balle sur son catcheur et ça fait mauvaise image. Donc, est-ce que cette mauvaise image a pénalisé en quelque sorte ses options euh, pour un gros contrat, un long contrat? Parce que le contrat est quand même énorme au niveau de la valeur, mais peut-être qu'il aurait pu aller chercher un plus long contrat. Donc, je ne sais pas si tout ça a joué un peu dans la manière dont son marché a été plus ou moins ouvert ou fermé sur cet hiver, quoi. Ouais, pas trop décidé, problème de vestiaire. Peut-être que ça refroidit pas mal l'équipe. Moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que bah là, on a une rotation top niveau pour la L, hein, Ah oui, pour clairement. les, pour les Tigers. On a exactement ce qu'il fallait, c'était soutenir Scoubal. Maintenant, il y a deux questions. Enfin, ça soulève, pour moi, c'est double tranchant. On en parlait un peu avant l'émission. Euh, C'est soit Quid de on Scoubal? prépare, ouais, c'est quid de Scoubal, c'est soit on prépare vraiment une vraie rotation solide, soit on se prépare à un trade Ouais, de Scoubal parce qu'il est en arbitration là, c'est ça. et On a Valdez eu, tient plus que ce que lui a demandé. c'est Ouais, ça. Bah, vas-y. on a eu en fait, c'est donc l'arbitration. Donc c'est quand certains joueurs, quand ils sont encore sous contrôle d'une équipe, donc pendant 6 ans, on est sous contrôle d'une équipe. Il y a 3 ans où on est juste rookie, on est payé le minimum de la ligue, et après on entre l'arbitration, on peut négocier son contrat. Et si on n'est pas d'accord, on va devant un panel qui va décider entre qui a raison entre l'équipe et le joueur. Donc là, les Tigers ont proposé 19 millions pour Tarek Skubal. Skubal a demandé 32 millions aux Tigers, donc il y a un désaccord. Il y a eu l'audience, du coup. Le timing est quand même assez fou parce que l'audience qui va décider de ça a eu lieu juste hier. La décision, elle n'est pas encore connue, elle sera connue que plus tard dans la journée là. Mais en effet, au maximum, Skubal, du coup, aura 32 millions. Les Tigers donnent déjà 38 millions à Valdez. Euh, Quel message ça envoie en quelque sorte à Skubal de lui dire bah, on cherche à te payer vraiment 2 fois moins. Nous, l'objectif, c'est de te payer 2 fois moins que le joueur qu'on vient de signer, qui est moins bon que toi, sachant que toi, tu es back-to-back quand même Cy Young, tu es un des meilleurs lanceurs, si ce n'est le meilleur lanceur de la MLB en entier. Est-ce que, bah, pour moi, déjà, ça signe quasiment le fait que Skubal, je le vois mal rester à Détroit après 2026. Est-ce que Mhm. ça veut dire alors après, les spéculations, il y a deux manières de lire le truc. Soit les Tigers, du coup, ont l'impression qu'ils ont remporté cette arbitration, qu'ils vont payer du coup très peu cher Skubal, et donc du coup, ils peuvent se permettre de payer Framber Valdez très cher. Soit ils ont perdu l'arbitration, ou ils ont l'impression d'avoir perdu Ouais, mais tu l'arbitration. fais un doigt d'honneur à ton ace là. Oui, c'est ça. Mais soit, ou alors ils ont l'impression d'avoir perdu cette arbitration, ils vont devoir donner 30 millions à Skubal, et du coup, ils préfèrent envoyer, et sachant que Skubal va potentiellement pas rester l'année prochaine, ils préfèrent l'envoyer ailleurs pour une montagne de prospects et de tout l'or du monde, et se concentrer un peu plus sur l'avenir avec Framber Valdez. Donc, bah, la réponse, on ne l'a pas. On l'aura peut-être un peu plus aujourd'hui quand on aura la réponse sur la décision de l'arbitration. Mais en tout cas, c'est pas un bon message, je trouve, envoyé à Skubal, de dire on est prêt à signer, on va pinailler sur ton salaire, mais on est prêt à signer un joueur moins bon que toi pour 2 fois plus que ce qu'on voudrait t'offrir. Stratégiquement, c'est peut-être un coup intelligent stratégiquement, on va dire, en termes de finances. Parce que si tu veux un trade dès l'année prochaine, sur une saison qui risque d'être tronquée, tu Oui, deals un excellent joueur avec un faible salaire et tu peux avoir d'énormes compensations derrière. oui, Et, et
ils l'ont peut-être cherché comme ça, mais à jouer avec le feu, souvent on se brûle. Voilà. Premier pari qu'ils ont fait en jouant avec le feu, c'est d'aller chercher Valdez si tard parce que Valdez cherchait du 5 ans avec un gros salaire annuel. Mmh. Finalement, c'est un short deal. Alors le gros salaire annuel, il l'a, c'est normal, on va dire, parce qu'on approche du spring training et il faut signer vite, vite, vite. Donc, Oui. ça a fait aussi augmenter le prix. Il faut prendre tout ça. Maintenant, je pense que ça va s'accélérer parce que les prochains qui nous restent en starter, on a Zach Gallen qui est. Moi, alors, je ne le mettrais pas en profil 1, je préférais un Chris Bassett dans les dynamiques. Ouais. Chris Bassett a montré de bonnes choses lors des World Series, Ouais. après son retour de blessure. Et je pense qu'il est dans une meilleure dynamique que Zach Gallen, qui est plutôt en recherche de rebond. Et même s'il y a eu des bonnes phases en fin de saison, si on me dit pour le même prix, tu peux prendre Zach Gallen ou Chris Bassett, j'irais plutôt sur Chris Bassett. Maintenant, si je suis Pareil, fou, ouais. je prends les deux. Oui, bah, après pourquoi pas, Et oui. puis derrière, il nous reste. Après il nous reste les 2 vieux Après, il nous aussi, reste. Bah non, ouais, puis il y a aussi avant ça, il y a Giolito, Buehler, oui, oui. Mmh. Martinez, Little, qui sont plutôt du 3-4 dans la rotation, mid-rotation. Et puis en effet, il Ouais. reste les deux vieux, Schwerzer et Verlander. Soit ça Est-ce va venir en que cours de saison chez un contender, soit ça va être pris pour encadrer une rotation jeune. ouais, je Voilà. Verlander, pourquoi pas un retour? On parle d'un retour à Détroit. Voilà. bah, là, ce Je serait un sais bon pas. coup pour Détroit, ouais. Après, Février. oui, je pense que Verlander, Scherzer, ça va venir au spring training, ou alors ça va peut-être être invité au spring training, voir un peu ce que ça donne. Hem, mais ça va se faire très, très tard, je pense, pour les 2 vétérans, parce qu'aucun des 2, je pense, a envie de prendre sa retraite. Je pense que ça reste des profils qui sont quand même assez intéressants, mais vraiment en fond de rotation, pour Scherzer et Verlander. Mais je suis curieux de voir où est-ce qu'ils vont atterrir, en tout cas. Pour revenir sur le cas Valdez, quand même, il y a Baltimore qui va devoir vite se décider parce que ils étaient très liés à Valdez jusque-là. Et bon, la rotation est déjà profonde, mais il n'y a pas de véritable ace. Donc, est-ce que Gallen sera la solution? Je ne sais pas. Pittsburgh aussi faisait le push. Mais est-ce qu'ils ont besoin réellement d'un gros nom comme ça au pitching? Je suis pas sûr, sauf s'il y avait une opportunité financière. Ceci dit, ils ont fait la démarche et ils sont très, très agressifs sur le marché en ce moment, Pittsburgh. Profitez, parce que c'est peut-être une des dernières fois où vous verrez Pittsburgh offensif Mmh. euh, pendant une off-season. Ouais, bah ça devient Skubal, Valdez, les Tigers. Bah, C'est un vrai contender maintenant. Je pense qu'ils ont vu qu'il y avait une place. Surtout que ça bougeait ouais. pas à l'Est, à part les Blue Jays. Bah, les À après l'Ouest, Seattle. Donc, bon. bah, si, les Red Sox sont quand même renforcés, un peu, au niveau pitching avec Sonny Gray, et et du coup, il y a eu quand même quelques renforts, mais oui, enfin les Yankees ont rien fait, heu, enfin les Yankees ont rien fait de manière générale, hein. Enfin, si, il y a eu du mouvement, mais c'est juste, on reconduit, globalement l'équipe de l'an passé, c'est visiblement la philosophie que les Yankees ont. Donc, oui, je pense que les Tigers qui se renforcent, ça donne vraiment une impression que, ils ont envie d'aller chercher plus loin heu, que la LDS qu'ils ont perdu, face aux Mariners. Hem, donc heu donc intéressant de Mhm. voir, de les voir se renforcer et de voir ce que ça va donner. Mais intéressant aussi de suivre un peu ce que va donner le cas Skubal, quoi. Est-ce que Skubal, est intransférable? Est-ce que c'est vraiment on a envie d'aller chercher plus loin que la LDS, ou est-ce que c'est notre plan de secours parce qu'on a envie d'envoyer Skubal ailleurs, hem et se concentrer sur Valdez et se prendre une flopée de prospects et aller chercher, et construire,
reconstruire l'avenir en quelque sorte. Ouais, prospect ou joueur MLB Ou ready, gros nom. un jeune Oui, non, je sais MLB que par ready, exemple, quand, euh, quand les, quand les Yankees, je sais ça que peut la être. rumeur, c'est que les Yankees étaient allés chercher, étaient voir les Tigers pour aller demander, et les demandes, c'était du Cam Schlittler, du Dax Kilby, enfin, des noms quand même, enfin, Schlittler qui est MLB ready, des gros prospects, et aussi des jeunes pitchers, des jeunes lanceurs enfin, qui ont déjà fait un minimum de preuves en MLB. Ouais. Donc on verra ce que ça donne. Ouais. Bon, allez, Et du coup sur le on passe à la marché, liste après il de reste ce très qui peu nous de reste, on va pas tous les faire. ouais, bah il reste très peu de gros noms, on va dire, sur le marché de manière générale. On a déjà parlé des Bon, on a fait lanceurs les lanceurs déjà. partants. Après, au niveau Ouais. des joueurs, donc catcheurs, il reste quelques noms. Je pense, moi, le nom qui me saute, enfin, en quelque sorte, le plus au nez, c'est Gary Sanchez, forcément, Catcher, je crois qu'il euh, en reste plus qui qu'un. reste un joueur qui a été correct globalement et qui reste une bonne batte. C'est pas forcément un bon catcheur de manière générale, mais ça reste une bonne batte qui peut être aussi un bon DH. Donc, à voir s'il y a des équipes qui se sont intéressées par son profil. Euh, après, donc c'est un peu tout ce que j'avais moi au niveau des catcheurs qui restaient. Après, il y a d'autres noms, mais je pense qu'ils sont un peu moins intéressants quand même euh, que, que Gary Sanchez. Ouais, il reste pas Euh, grand-chose. Après, dans les joueurs d'infield, moi, les noms qui me sautent le plus comme ça, c'est Paul Goldschmidt. Donc, je pense que c'est un profil qui est vétéran, donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de profil enfin, dans un vestiaire. Ça reste une bonne batte contre les gauchers, surtout. Assez peu contre les droitiers, mais ça peut être du coup, si tu veux faire une sorte de Il pourrait platoon, aller chez l'ennemi. il peut. Après, je sais que les Yankees Il sont pourrait intéressés aller chez l'ennemi. potentiellement euh, pour l'avoir en tant que profil complémentaire avec Ben Rice. Et c'est un bon défenseur, hein, très très bon. Il est bon à son poste. C'est un bon joueur de première base. Donc c'est un des gros noms qui reste à ce niveau-là. Ty France aussi qui est toujours disponible. Visiblement, il n'a pas trouvé Ouais, encore son j'ai marché, mais noté. c'est le Gold Glove en première base l'an passé. Donc ça reste, alors ça reste Qui une batte pourrait, qui est pas qui qui pourrait est être pas intéressant fantastique. quand même, je trouve qu'elle est, il est, non, il est sous-coté. Il a jamais, Oui, de toute façon, été dans des équipes aussi. Mais je pense oui, que c'est vrai. un petit Ty France aux Pirates, ça pourrait être intéressant, et un petit Goldschmidt chez les Red Sox, Ça ça peut, pourrait ça être bien. peut, ça peut, ça peut se faire comme ça. Mais donc du coup, ça reste un des noms qui est intéressant. Après, un nom que je vois sur la liste aussi, Kike. Kike, toujours sur le marché. Ou Écoute, mais comme tous les ans, s'il va être signé au dernier moment, puis là, il est blessé, mais bon, je pense qu'il sera signé par les Dodgers au dernier moment. Ils vont négocier ça avec ce qui reste. Il y a un autre nom qui me plaît, moi, c'est José Iglesias, toujours pas signé par les Padres, mais pareil, je pense qu'au vu de ce qu'il apporte aux Padres, ce serait quand même bon de le signer. On a Donovan, oui, je sais plus comment il s'appelle. Donovan. J'ai perdu son nom. J'ai son prénom, j'ai pas son nom. Bref, un joueur aussi complet qui a joué aussi chez les Padres. Qui est pas mal. Je vais te retrouver ça. Solano, voilà. Donovan Solano, ok. qui peut Ouais. être intéressant. Joueur vieillissant, certes, mais voilà pour la première base. Ça peut être bien. Après, qu'est-ce qu'on a Après, il reste pas mal. Il reste Tim Anderson, si quelqu'un le veut. Ouais. Oui, bah, après, écoute, profil boxeur, mais pas très bon. Euh, Ouais, euh, non, bah ça a été difficile pour lui. Enfin, il a quand même montré des bonnes choses, euh, j'ai envie de dire, sur ce qu'il a fait, la petite période qu'il a fait chez les Angels.
On rigole, mais finalement, Ouais, ça ouais. peut être. Ouais, non, c'était pas. J'ai regardé ses stats, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'impression qu'il s'est écroulé après justement qu'il soit écroulé. Mm. Mais oui, ça reste un profil. Pourquoi pas. Après, Rhys Hoskins aussi qui est toujours disponible sur Ouais, euh, exact. des Brewers. Une bonne. Euh, ouais, et une bonne batte, hein, du coup. C'était, il a joué que 90 matchs du coup en 2025, mais ça reste une vingtaine de home runs quasiment garantis, 25-30 home runs quasiment garantis euh, sur toutes ces saisons quasiment. Donc du coup, ça reste un profil, je pense, qui peut être intéressant, mais c'est vrai que Il- les blessures peuvent le pénaliser un peu. Ouais, à mon avis, il sera signé début spring training, je pense. Dès que toutes les équipes auront fait un Oui, oui, petit tour oui, non, non, d'horizon c'est ça. de ce qu'il y a, Faire le point il va être signé aussi. dans la semaine juste avant, enfin juste la semaine du spring training, la première semaine, il risque d'être signé à ce moment-là. Comme d'autres joueurs dont je vais te parler, moi, qui sont plutôt à l'outfield, dont un qui a été signé hier soir, c'est Oui, Miguel je vois ça, Andujar, qui a été signé par les Padres. Padres. Ouais, Ouais, heu, 1 an, 4 je sais millions. pas quoi. Ouais, c'est pas pire. Bah, Il nous reste ouais, toujours Jesse Winker, par contre. Je suis étonné, mais il sort de blessure, donc voilà. Conforto aussi qui nous reste, mais bon, pareil, il sort. Ouais, je sais pas quoi dire. C'est un bon complément à mon avis, mais ce sera pas un joueur. Enfin, si on le signe pour être titulaire, c'est pas la bonne idée. Et puis, qui veut de Tommy Pham et d'Alex ouais, Verdugo. Voilà. Alex Verdugo. Donc là, ça va Le être trauma. compliqué. J'ai trop de trauma avec Alex Verdugo. Mm. Hem, mais ouais, non, il reste très peu il reste très peu de gros noms, mais il reste des profils qui peuvent être intéressants à aller chercher, ouais, ça s'est quand même bien vidé. Hem, Ouais, il y a des heu, petits joueurs de complément qui peuvent être oui, intéressants. Il y non, a après, tu as toujours des petits McTouchman qui profils. peut être bien. Max Kepler, je Ouais, pense que ça peut encore faire le job. Starling Marte, malheureusement, ouais, son âge, je pense que ça va être un frein, mais ça peut être un bon, je veux dire, pour la profondeur de ton outfield, ça peut être intéressant. Le plus intéressant, à mon avis, même s'il n'a pas une war de malade, c'est Will Brennan, qui était avant chez les Guardians, mmh, qui peut être une bonne signature pour un joueur qui est encore jeune et voilà, qui a des choses, qui a montré quand même de bonnes choses. Bon, dans l'outfield, il y a de quoi faire des trucs, de se reconstruire un outfield avec des bons petits joueurs, mais des profils vieillissants ou pas très forts en défense. Malheureusement, c'est ça le problème. bah, c'est des petits pa Euh, c'est des pa pour moi, c'est plus des paris que vraiment une grosse valeur sûre où tu te dis: «OK, là, j'ai le profil qu'il me faut, je suis sûr de ce que j'ai» et cetera. Là, c'est plus c'est petit du pari complément. sur est-ce que si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, bah, tant pis, quoi. Mais Non, c'est clairement c'est ce que tu dis, c'est du joueur de complément, c'est-à-dire, on sait oui, qu'on peut le oui, non, mettre en outfield, c'est pas lui notre titulaire, mais voilà, mais on sait que quand il sera là, il fera le taf. Donc, oui et si ça à voir marche si bien, c'est la bonne surprise et on est content, quoi. ouais, je pense que ce serait ça. Bon, on en a fini de ces trades et tout ça? Je crois, Tu hein, as moi, j'ai plus parlé rien des sur petites ma liste. toilettes, des bidets? Oui, c'est pour, les White Sox, je Hein? l'ai mentionné rapidement, mais oui, qui veulent faire plaisir à Munetaka Murakami qu'ils ont signé, ils lui ont offert du coup, des bidets, dans le vestiaire histoire de qu'il soit content, et Alors ouais, ne que son environnement attention, qu'ils se sentent comme à la maison. Mais c'est qu'est-ce que ça. j'allais dire? Nous, on parle de bidets là, donc les bidets, non, c'est pas les bidets comme vous avez, Non, c'est les toilettes japonaises, c'est ouais. des toilettes japonaises, avec un petit jet.
hein, avec un petit Oui, G oui, c'est qui vrai que vous rafraîchit l'arrêt. le nom américain. Euh, c'est vrai que les Américains disent bidet, nous on voit le Oui, bidet, c'est ça. Pardon. le bidet des années 80 dans nos maisons, C'est ça. Non, non, des oui, années c'est les toilettes japonaises, 70 c'est les toilettes plutôt. japonaises, oui. Non, c'est toilette japonaise, donc ouais, donc des petits cuculs tout propres Écoute, en cas de écoute, caca culotte, donc c'est écoute, plutôt pas mal, hein. et ça régale le Red Sox, hein, en ce Je pense moment. que ça peut faire du bien. Ça rigole pas plutôt, tu veux dire. Non, non, mais ça régale. Non, ça régale. Ils sortent le grand jeu. Ça régale, Ah, pas ça vraiment régale. Ouais, ouais, régale. ouais, c'est ça. Ça sent Mais le non, mais grand du coup, jeu. Bon, j'ai plus on rien passe. d'autre au niveau des trades. Donc, du coup, si tu peux passer au World Baseball classique. Eh ben, on va passer à la suite. Attends, il n'y a pas deux, trois petits trucs avant, deux, trois petites news peut-être comme ça, qu'on pourra faire après peut-être. Ouais, ouais, ouais. Non, bah ouais, on va pouvoir passer à la World Baseball Classic. En effet. Et ben la World Baseball Classic, elle commence dans un mois. Ouais. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Je peux checker les Et dates, mais on je va crois que c'est avoir du exactement ça. coup, ben, c'est la. C'est. C'est ça, 5 mars au 17 mars. Voilà, bah, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde pour les néophytes, c'est la Coupe du Monde de baseball. C'est ça. La France n'est pas qualifiée, hein, Non. voilà. Donc ça démarre au Tokyo Dome le 5 mars, hein, avec Taipei contre l'Australie en match d'ouverture. Ouais. Ça commencera pour nous le 4 mars à 22h exactement, avec le décalage horaire. Je sais pas si c'est le match qui fait le plus rêver. Bon. Ouais, je suis en train de regarder les horaires ici. C'est vrai que c'est. Non, c'est pas là. Non, cherche pas, c'est pas le Non. match. Je sais même pas qui diffuse. En France, je n'en ai aucune idée. En France, Sur je ne MLB sais pas. Network, c'est ce soir qu'on a le roster à 19h. Pareil, ici, ouais, c'est sur. Je sais plus sur quelle chaîne, mais ça sera diffusé sur. Aux Sera États-Unis, diffusé. c'est Fox, Ouais. FS1, FS2. Et Ouais. au Japon, c'est sur Netflix. Du coup, un petit VPN japonais et Donc c'est parti. voilà. Et pour l'Europe, oula, tu viens de me donner une belle idée. Il va falloir jongler, hein. Bon, bref. Ceci dit, pour vous décomposer un peu le tournoi, comment ça va se passer, c'est 4 poules de 5 équipes qui vont jouer à 4 endroits différents. Tokyo, San Juan à Puerto Rico, Houston au Daikin Park et Miami au Land Depot Park. Les 2 premiers de chaque poule vont en quart. Mais petit détail important, les qualifiés de Tokyo vont à Miami et ceux de San Juan vont à Houston. Puis tout le monde pour les demi à Miami, plus la finale. La finale, ouais. Bon, bah, la diffusion, on en a parlé. Les règles du jeu, il y a des choses qui changent. Pitch clock pour la première fois en WBC, comme en MLB. Ouais, intéressant. C'est vrai que c'est la Et première. le C'est vrai que batteur doit être prêt en 8 secondes. Bon, bien sûr, il n'y aura pas d'ABS. Hein. Rob ne peut pas être partout. Et surtout, il y a un pitch count. Comme en U15. Okay. Comme en U15 en France. 66 lancés au premier tour, 80 en quart, 95 en demi, plus la finale. Tu peux pas dépasser. Tu peux le dépasser pour finir un at-bat, mais tu peux pas aller plus loin. Et un repos obligatoire. Si tu as 50 lancés de plus ou plus, tu dois te reposer 4 jours. Si tu as 30 lancés ou plus, tu dois te reposer un jour. Le Japon qui ne va pas pouvoir envoyer Yamamoto tous les jours. Pas comme les Dodgers. Et si tu pitches 2 jours de suite, tu as un repos imposé qui est mis derrière. Okay. Je trouve ça pas mal parce que ça permet de faire rentrer les lancers, etc. Mais ce qu'on a appris là, tu parles du Japon, mais
il y a eu la news que notre ami Shohei ne lancera pas pour le Japon. Non, Shohei C'est ça. va pas lancer pour le Japon. Alors il l'avait fait en 2023, hein. Il avait été lanceur, enfin il avait été vraiment two-way player en 2023, mais là il sera juste batteur. Donc c'est Dave Roberts, donc le coach des Dodgers, qui l'a annoncé. La décision visiblement est celle d'Ohtani, pas celle des Dodgers. Alors après, peut-être négociation quand même, mais il veut se concentrer sur être capable de lancer pour l'entièreté de 2026 avec les Dodgers. Mais du coup, on n'aura pas Ohtani en tant que lanceur, comme on avait pu l'avoir en 2023. Donc on n'aura pas le dramaturgie de Ohtani face à Judge en finale potentielle. Donc là, ce sera juste le Ohtani batteur qui sera là pour le Japon. Tu parles de 2023, mais on va essayer tirer les leçons de 2023, c'est l'égalité. Le chaos à Taïwan de 2023. Maintenant, l'ordre, c'est le match en lui-même, head-to-head, Mhm. ce qui s'est passé. Après, le deuxième, va être les runs concédés et les outs défensifs entre les équipes à égalité. Ok. Ensuite, ça va être les runs marqués contre les par rapport aux outs défensifs. Ensuite, ça va être l'average dans les matchs concernés. Et si c'est toujours égalité, c'est tirage au sort. Ok. Je ne sais pas si vous avez compris. Je Moi, vais je faire pense comme que si moi j'avais compris. ouais, je pense que on aura un beau graphique qui nous expliquera si jamais ça arrive. On croise les doigts pour que ça arrive pas comme ça. Mais, Ouais, voilà, ça va bien se passer. mais je suis Bon, surpris les qu'ils règles de n'utilisent pas qualif. genre un truc comme le nombre de home runs ou un truc genre juste vraiment Ouais, qui se. Enfin, je sais pas, tu vois, genre, mais là, c'est vrai qu'ils te sortent des trucs un peu compliqués. Alors, pourquoi il n'y a pas un run différentiel tout simple ouais, de base, enfin, juste c'est ça. un, ou alors le nombre de runs, enfin, juste un truc un peu plus basique que là, se coltiner des calculs compliqués. Côté, enfin, le out. Ceci dit, ouais, mais tu vois, on contente aussi, on n'est pas en MLB, il faut contenter tout le monde. Et je pense que mettre l'out défensif est aussi une manière de récompenser des joueurs qui, tu vois, tu pas enfin, États-Unis, Japon, République dominicaine, Porto Rico, tu sais que ça frappe et ça frappe fort, mais tu Oui, as oui, des oui. côtés où ça frappe moins fort. Et en effet, c'est plutôt la défense qui est. Il faut aussi leur donner cette chance. Je pense qu'il faut Non, un non, pied c'est d'égalité sûr. pour tout le monde. Et c'est peut-être pour ça qu'on met aussi, on intègre cette partie out défensif qui est bien. Autre sujet qui casse tout, mais j'ai appris que Sir Alex Chapman n'était pas anglais et ne pourra pas jouer pour la Grande-Bretagne. Non. Non, bah, après, en fait, les questions de qui se qualifie pour quelle C'est équipe en trop chaud. WBC, c'est toujours des mystères ancestraux. Parce que là, bah, Jazz, par exemple, Jazz Cheatham Jr., lui, par contre, il n'y a pas de problème parce que les Bahamas, c'est l'ancien Commonwealth. Enfin, c'est toujours des trucs compliqués. Moi, enfin, La Austin Jamaïque Wells, aussi. notre catcheur, est au Texas, mais d'une mère dominicaine. Ah bah du coup, République Attends, on t'a dominicaine, sans perdu. problème. Mais tu Ouais, mais je suis pas sûr que la République dominicaine veuille d'Austin Wilder. non, non, mais après, tu vois, c'est toujours des trucs bizarres de qui se qualifie pour quelle équipe, qui peut être. Enfin, c'est toujours. La WC, c'est toujours les surprises de quel joueur va pouvoir jouer pour quelle équipe. C'est assez fantastique. Oui, des fois, c'est juste le nom, il y a une consonance un peu italienne, donc il peut jouer avec l'Italie. Oui, oui. Oui, non, après, des fois, c'est juste De vraiment Jong pourrait jouer pour la Hollande. Taille France pourrait jouer pour la pour France. la France. Écoute, Euh, on prend tout ce qu'on peut. Non, mais oui, c'est les de règles, c'est Grom. toujours. De grand, ça marche, oui. Jacob de Grom, ça sonne un peu français. Eh, Bon, on un se peu, ouais. Non, disputerait, je non. pense, un peu avec les Hollandais. Ça se négocie, ça se négocie. Non, mais je pense que ça passe, de Grom, bien sûr. Bien sûr. Moi, je prends tout de suite. Je pense que l'équipe de France aussi prend tout de suite. Ah oui. Bon, sinon la qualification, c'est comme d'habitude,
C'est le top 4 de chaque poule, donc les 16 meilleures équipes du tournoi qui seront qualifiées automatiquement pour le prochain WBC. Et les derniers sont relégués et doivent repasser par la phase de qualifier. Japon, c'est la seule nation à avoir gagné plusieurs fois, 3 titres, objectif back-to-back. USA, meilleur roster de leur histoire est annoncé. Et c'est la Dream Team. Hein. Ça va être Ils la ont envoyé, Revenge ils ont envoyé Team, du ça, lourd c'est quand comme la... même. Ouais. Non, là, c'est la Revenge Team. Oh, la C'était Revenge, en ouais. quelle année où ils ont envoyé la Revenge Team avec Kobe et tout ça, là? C'était pas Je en sais plus. 2008 C'est pas quand les ils ont JO perdu. de Parce que je crois qu'ils ont perdu en 2004, non? 2008. Ouais, je crois qu'ils Non, ont où ils perdu en perdent les 2004. mondiaux Non, ils perdent les et JO, je puis crois, ils en vont... 2004, Ouais, non? ouais, donc c'est en 2008. Ouais, je crois, Parce hein, qu'après, il y je a la crois. Hein. Revenge Team. Oui, après, c'est comme nous République. avec les bronzés, les experts, je sais plus, c'est toujours les équipes de handball où on a des super On experts, les n'arrête pas de super. leur mettre. La République dominicaine et la Corée, bah, on attend un petit truc hein, quand même, parce que l'année dernière, en 2023, c'est élimination en phase de groupe. Toujours nos Tchèques, la magie des amateurs, donc le strikeout sur Otani en 2023. Est-ce que les plombiers et maçons tchèques vont réussir? Chinese Taipei, ils ont quand même remporté le Premier 12 l'année dernière. Nicaragua, je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. Puerto Rico, ben on en attend beaucoup, mais C'est on va parler de compliqué. Puerto Rico. Et ça fait beaucoup de blessés. Et qui sera le Mexico 2023 de cette édition? Peut-être Mexico, parce qu'il y a quand même pas mal de petites équipes, je trouve. Ouais, ils sont pas mal. On aura les rosters Ouais. officiels du coup dans quelques heures là, pour aussi l'officialisation de tout ça, mais ouais, non, ça. Je pense qu'on se dirige quand même vers une finale assez traditionnelle Japon-USA. Mais on ne sait jamais. Hein. Mais va pas falloir trembler. Va pas falloir trembler. Je pense que c'est les deux gros favoris, mais va pas falloir trembler, quoi. Moi, quand je vois le roster de la République dominicaine, je suis désolé, mais je pense qu'ils rentrent dans la danse. Ça va être un duel mexicain. Non, non, Et je dis pas que c'est pas impossible et que c'est tout droit pour les États-Unis et le Japon. Je pense que non, pour non. moi, c'est les favoris, mais je pense qu'il va vraiment falloir, va falloir va falloir avoir le niveau annoncé sur le papier, quoi. Parce que tu peux, face, oui, à des rosters comme la République dominicaine, tu peux pas te rater, quoi. Tu peux pas être. Après, eux non plus, ils peuvent pas se rater, mais va falloir être au À, niveau, quoi. à mon sens, c'est le problème de la République dominicaine. Le pire ennemi de la République dominicaine, c'est la République dominicaine. Parce que là, Oui, déjà, ça commence à chipoter parce que José Ramirez, mon petit José, il envoie un message, personne ne répond. Quand c'est Juan Soto, tout le monde répond. Ça commence à faire des... On dirait le Cameroun au oui. football. C'est le drama, quoi. C'est Non, toujours oui, un... après, faut se concentrer sur le baseball. Concentrez-vous Ouais, sur surtout le qu'ils ont bien une joué. très belle équipe et voilà. Bon, Non, ça envoie du lourd. toujours niveau World Baseball Classic, c'est la petite crise et le climat politique autour de Puerto Rico. Le Ouais. corps du problème, il est avant tout financier et médical, hein, parce que, alors, finalement, tout est rentré dans l'ordre, mais on a eu quand même une menace de retrait de Porto Rico. Bah, tout est rentré dans l'ordre. Après, il y a quand même des gros joueurs qui vont manquer très certainement l'événement. Je pense on verra à l'annonce ce soir, mais il me semble que Carlos Correa, Lindor, ça a l'air C'est d'être mort. Hein. ouais. C'est l'assurance des contrats MLB, en fait, Ouais, c'est un qui système pose compliqué. problème. Ouais. Rapidement, c'est les joueurs MLB ont des contrats garantis. Si un joueur se blesse au WBC, l'assurance rembourse le club MLB. Et sans assurance, le club prend le risque financier, donc il refuse presque toujours de laisser le joueur.
Après, le joueur peut quand même y aller, mais après, du coup, c'est le joueur qui prend le risque et du coup, s'il se blesse au WC, le club n'a pas à le payer, quoi. Hmm. Donc c'est aussi c'est le jeu c'est le jeu de l'assurance et l'assureur et Bah, lui c'est regarde surtout la un blessure, la historique grave de blessure blessures. d'Edwin Diaz qui a. Oui, qui a refroidi tout le monde. Ouais, ouais. Donc les assureurs beaucoup plus stricts, les contrats élevés, beaucoup plus élevés, donc les refus de plus en plus probables. Les chirurgies récentes, c'est un refus quasi automatique. Et nouvelle règle, si tu as 37 ans, tu es inéligible à l'assurance. Ouais, non, c'est vraiment les barrières sont très, 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 très hautes, mais c'est vrai que ça donne l'impression, enfin, ça a donné l'impression quand même dans la semaine là, qui a précédé que euh, c'était targeté sur Puerto Rico, quoi. Vraiment tous les joueurs qui se voyaient refuser l'assurance ou dont on pressentait qu'ils allaient se faire pas accepter justement cette assurance, c'était vraiment que des joueurs de Puerto Rico. Et du coup, ça a mis un climat euh, tel que bah, le manager était en mode pourquoi y aller, quoi? Pourquoi, si on peut même, si les équipes MLB et si les assureurs refusent d'assurer nos joueurs, pourquoi, enfin nos joueurs, nos stars, pourquoi est-ce que nous on irait jouer, quoi? Donc c'était vraiment le climat de la semaine passée où ça a déclenché des négociations entre enfin le syndicat des joueurs, la MLB, l'assureur, et essayer de négocier pour trouver un consensus, essayer d'assurer le maximum de joueurs de Puerto Rico. Mais l'ambiance n'était pas folle, folle à ce niveau-là. Mais pourquoi en fait ça a touché plus Porto Rico que les autres? C'est parce qu'en fait, c'est un petit bassin de joueurs, hein. Si on prend la République dominicaine, les USA et le Japon, il y a une profondeur énorme Oui, en tant que joueurs élites. Porto Rico, il y a des joueurs élites, mais le problème, c'est qu'ils sont pas nombreux. Donc, si tu perds 5, 8 joueurs clés, bah, ton équipe, elle est complètement déséquilibrée et tu vas pas être crédible. Tu vas y aller avec une équipe B, voire une équipe C, et tu vas pas être crédible avec déjà des joueurs qui sont blessés, hein. Il y a aussi Kike Hernandez qui est blessé. Enfin, voilà, ça va faire beaucoup. Et en effet, comme tu dis, la question se pose, quoi ça sert d'y aller? Autant laisser la place à la France. Euh, donc bah voilà, mais oui, c'est peut-être pas tout ça. Et puis il y a un contexte aussi. Alors là, plutôt un arrière-plan politique, moi, que je vais aborder. C'est le contexte USA-Porto Rico qui pèse un peu émotionnellement, hein. C'est le statut ambigu de Porto Rico. C'est un territoire oui, américain, mais pas un État. C'est identité oui, nationale très forte en baseball et il y a besoin de cette affirmation en fait nationale au WBC. C'est quasi l'équivalent d'une Coupe du Monde où tu as besoin et surtout d'exister de cet événement sportif pour exister à l'intérieur d'un pays. que bah, enfin, le Vas-y. Puerto Rico accueille le WBC cette année. Donc, tu as aussi cette envie, enfin, c'est Mmh. l'occasion de jouer devant ton public et surtout enfin, une population qui a très certainement acheté beaucoup de tickets pour aller voir les matchs, aller voir les stars, aller voir ses héros. Et du coup, là, tu annonces, ah bah non, au final, un tel peut pas venir, un tel peut pas venir parce que ça. Donc, c'est vrai que il y a un climat qui est assez particulier autour de tout ça. euh, qui, qui fait que bah, au moment où le coach te dit bah, pourquoi y aller, ça a mis un peu, je pense, quand même, la MLB, la WBC, enfin, tout le monde un peu quand même en panique en se disant il faut faire quand même un truc, quoi. Euh, Mais mais vas-y. non, mais visiblement, il y a eu des efforts qui ont été faits, puisque je crois que donc, Edwin Diaz va participer, ce genre de personnes. Mais enfin, moi, les dernières nouvelles que j'ai, c'est que Correa, Baez, Lindor, c'est mort, quoi. On verra l'annonce officielle ce soir, mais visiblement, ces trois-là, ça va pas être possible, quoi. Ouais, c'est ce que tu dis, c'est pas voir Lindor à San Juan pour le peuple portoricain, ça va être quelque chose.
bah, un peu dramatique et puis on va alors moi j'ai fait un parallèle dangereux, mais je le fais quand même. C'est aussi moi j'ai la peur d'une certaine stigmatisation du portoricain parce qu'en ce moment on a le bad buzz, Bad Bunny avec, le Super Bowl de ce week-end. Mmh. Bien sûr tout ce qui se passe avec, l'ICE en ce moment, pardon, l'ICE, Nice. donc, Bad Bunny au Super Bowl, des tensions avec l'administration Trump, la présence de l'ICE qui est évoquée. En plus de ça, tu leur dis aux Portoricains: «On vous retire pour des problèmes d'assurance votre, Lindor, on le retire». Wow! Ça fait Ça fait beaucoup pour beaucoup, hein. Porto Rico, ça fait beaucoup pour l'identité latine. Je l'ai dit, Porto Rico, c'est un statut spécial aussi, hein. C'est pas un État, j'appelle ça le Non, 52e État américain parce que c'est un territoire américain, mais 51e. c'est pas un État. Bon, en gros, c'est vous avez vous n'avez pas les bénéfices, mais vous avez tous les désagréments, des États-Unis. Voilà, bienvenue. Heu, Hem, ouais, non, ça c'est un statut c'est très sûr, c'est pas particulier, aucune représentation. Enfin, ils ont, je crois, un représentant, au Congrès, mais un représentant qui ne peut pas mmh, voter. Donc c'est vraiment, genre, inutile, quoi. ouais, Au possible, c'est vraiment autant te chier dessus, à ce niveau-là. C'est vraiment: «Allez, tu un petit gars pour faire ouais, plaisir, pour voilà, crier donc un ça peu, tu mais vois, ça fait ouais, mais tu vois, ça fait beaucoup. Ça fait oui, beaucoup, je trouve, dans le contexte actuel et surtout avec des dates aussi rapprochées. C'est-à-dire que ce soir, on a, les rosters, dimanche, soir, on a, le show du Super Bowl, enfin et dimanche soir, on a le Super Bowl. Le contexte, voilà, va être un peu dur pour, les portoricains qui vivent par le sport, enfin ces communautés latines qui vivent par le sport et qui existent aussi. Certes, il y a des milliers derrière de travailleurs et cetera émigrés aux États-Unis, mais ces communautés ont des, représentations, je ne vais pas dire iconiques, mais en tout cas des des porte-drapeaux, on va dire, qui sont tous pour la plupart sportifs ou artistes et ça fait beaucoup, tu vois, de leur tomber dessus. Je oui, trouve que le contexte, enfin le fond, même si c'est pas lié, hein, l'ICE, la politique Trump et le problème d'assurance, rien à voir. Mais tout ça fait c'est que l'accumulation, ouais. ça fait un gros coup de massue sur, sur Porto Rico. Alors, il y a un vrai fond de sujet aussi, sur, les assurances, tu l'as dit. Un autre truc aussi, ça va être, et là plus politique et plus émotionnel et symbolique, j'ai envie de dire, tu l'as dit, c'est la relation ambiguë avec les États-Unis. C'est peut-être une identifier au moins l'identité portoricaine qui peut, être frustrée et une frustration amplifiée et ouais, c'est un peu compliqué tout ça, je trouve. Enfin voilà, c'était, Non, c'est vraiment une atmosphère assez particulière et c'est vrai que les assurances, en plus, c'est vraiment le truc, très flou, où, c'est du oui ou non, mais enfin, tu as une idée que c'est lié aux blessures, que c'est lié peut-être aux équipes qui, ont des ég mais enfin, c'est vraiment assez obscur et c'est vrai que tu te dis, enfin, tu aimerais avoir un rapport un peu de la décision, tu vois? Pourquoi oui, pourquoi non, quoi? Quels sont les éléments qui ont l mené au refus, par exemple, de pourquoi est-ce que Lindor, ne peut pas jouer le WC? Pourquoi est-ce que Correa ne peut pas jouer le WC? Quels sont les éléments qui ont fait que l'assureur a décidé? Parce qu'en fait, quand on te dit, c'est stupide, mais quand ils te disent, par exemple: «Au-dessus de 37 ans, on ne va pas t'assurer», bon, tu peux discuter, tu peux dire mais au moins c'est clair, quoi. C'est bon, tu as 37 ans, tu peux pas être assuré. OK, bah, c'est comme ça, ouais, quoi. mais dans ce cas-là, le joueur, 37 ans, il est plutôt en fin de carrière, il en a un peu rien à foutre, Oui, quoi. Je veux dire, c'est arbitraire, c'est une limite, c'est comme ça, mais au moins c'est clair. Là, c'est vraiment du flou de, non. Pour une raison, est-ce que c'est une accumulation de blessures sur les X dernières années qui fait que ou est-ce que c'est le prix du contrat combiné? Enfin, en fait, vu qu'on ne sait pas, c'est ça qui crée aussi une grosse frustration, même pour moi, ou le hein, en tant joueur que n'a fan. pas d'assurance.
Ou le joueur n'a pas d'assurance, parce que le cas Elie de la Cruz pour la République dominicaine, et lui, il n'y va pas parce qu'il n'a pas d'assurance. Oui, 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 non, mais c'est, enfin, tout ce contexte d'assurance, pour moi, c'est juste le flou aussi qui apporte de la frustration de comment est-ce que les décisions sont faites à ce niveau-là qui est assez frustrant. Mais du coup, on verra le reveal ce soir des rosters. Ça va être quand même un show assez sympa à suivre et pouvoir se Ouais. projeter un peu plus du coup dans la compétition qui arrive dans un mois, quoi. José Altuve, lui aussi, participera pas parce qu'il est blessé, lui. C'est à la demande des Astros avec Ouais, le Venezuela. Le Venezuela qui est aussi pas mal touché par ce problème d'assurance. Mais bon, l'équipe A d'Espagne, du coup, va être va peut-être faire monter des joueurs de l'équipe B qui jouent avec l'Espagne. Je ne sais pas si vous m'avez compris, non, parce que quand vous regardez l'Espagne jouer, il n'y a que des Vénézuéliens. Donc, non, mais bon, ça fait beaucoup. Alors, c'est dommage parce que le Venezuela a quand même des bons talents. Il y a quelque chose à faire, mais bon, là, l'équipe est vraiment décimée. On verra ce que ça donne. Comme tu dis, ce soir, ça va être un truc pas mal et bah, j'ai hâte d'être à tout à l'heure pour pas suivre ça, mais au moins avoir avoir les les, visuels aussi le lendemain, les c'est visuels sympa et de tout voir et pouvoir se et projeter me en fait, dire voir. ouais, exactement. Exactement, pouvoir se projeter et puis se dire, waouh, là, on va avoir des affiches, on va avoir des trucs pas mal. Et c'est plutôt ça qui est intéressant, en fait. C'est ça qu'on veut, hein. Parce que clairement, là, il n'y a pas beaucoup de matchs. Il y a des matchs, on l'a dit, qui sont un peu en carton. Oui, mais c'est toutes les coupes du monde de n'importe quel sport, tu as toujours des matchs qui sont là. Bon, c'est juste pour. Ouais, Mais non, après, euh, j'ai hâte des premiers matchs aussi des États-Unis, voir le rouleau compresseur. Est-ce que ça va vraiment être moi, le. j'ai hâte de voir la République dominicaine. Voilà, c'est tout. Je dis ça, je dis rien. Après, moi, ouais, J'arrête avec après, ça. je pense que va y avoir des matchs qui, enfin, ça va être intéressant de voir. Franchement, les, euh, les phases de poule sont peut-être pas les plus toujours intéressantes, mais enfin, on s'attend à des gros clashs quand même en quart, en demi, qui vont être sympas à suivre. Et un avant-goût un peu de la saison aussi, qui est toujours, ça te met en forme pour la saison qui arrive, parce que la saison, elle commence à peine 10 jours après, quoi. Donc Ouais. c'est Pour vraiment toujours cool. pour vous faire rapidement les poules, poule A, on a Porto Rico, Cuba, Canada, Panama, Colombia. Enfin, la Colombie. Je pense que le petit Porto Rico-Cuba Ouais, va le valoir coup, le coup. Euh, la poule B, le 9 donc, mars. on a un petit États-Unis-Mexico qui risque d'être intéressant, Italie, Grande-Bretagne et Brésil. Bon, voilà, je pense que États-Unis-Mexique, ça peut être intéressant. Derrière, ça va être un peu la bataille hein, quand même. La Grande-Bretagne, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais enfin, le seul truc que je sais, c'est qu'il y a Jazz, du coup, qui est là, mais c'est vrai que du coup, Chapman n'est pas là, mais je sais pas, intéressant de voir ce que ça peut donner. Ouais, l'Italie a une équipe pas trop mal, hein, avec des joueurs qui sont intéressants. Ça peut être pas mal. Alors, la poule C, de l'autre côté, on va avoir un Japon-Corée de toute beauté. Ouais, Et après, ça va on a être l'Australie, la République tchèque et Taipei qui Taïwan. sont dans cette poule. Taipei, pas Taïwan. Je ne sais Oui, pas si c'est Taipei. pareil. Et la Bon, on poule va plus D, rentrer dans ces débats. ouais, on a, on a porte grande ouverte pour la République dominicaine. On a Venezuela, République dominicaine, Pays-Bas, Israël, Nicaragua. Quand tu vois, enfin, on verra l'effectif du Venezuela, mais je pense que ouais, on va avoir des petites démonstrations. Je pense que l'affiche peut être Pays-Bas, Israël, et ça peut être intéressant à voir. Et ce qu'ils vont faire aussi contre le Venezuela, et voir si on a un rouleau compresseur dominicain ou s'ils ils se tirent une balle dans le pied. On verra. On verra. Et après, du coup, ouais, c'est les vainqueurs de A contre deuxième de B, vainqueur de B C'est contre deuxième ça. de A en quart, et même chose pour C et D. Euh, donc,
Donc, Il y a tout intérêt je reparle de la République dominicaine, mais à quand même finir premier, hein, parce que sinon, il y a de fortes probabilités que ce soit Japon. Japon, ouais, c'est Et, ça. S'il finit pas premier, c'est Japon et, et après, et sinon, c'est Corée. Bon, quoi qu'il arrive, ce côté-là du tableau est un peu chaud. ouais. De l'autre côté, Et du coup c'est un peu aussi, plus. si les États-Unis et le Japon remportent tous les deux leur, leur poule, normalement, c'est une demi. Ce sera pas une finale. Ouais, Parce que le vainqueur de la poule B et le vainqueur de la poule C se retrouvent dans la même partie de tableau. Donc, exactement. À à voir, on suivre. verra. Bon, on se quitte là-dessus. On va faire une Ouais. outro. Enfin, je vais faire l'outro habituelle, hein. On espère que cet épisode vous a plu. On vous recommande de vous abonner à First Speech. Et puis, on se retrouve pour la suite. Alexis, peut-être un prochain épisode ensemble, peut-être. Oui, oui, bah, si ça te va, moi, ça me va de Bientôt. hein. L'épisode Volpi est Bon, toujours bah écoute, on verra ça. Déjà, je bientôt. pense qu'il faudra. Ouais, non, ouais, non, 2 secondes, hein, calme-toi quand même. Tu es toléré ici, tu es toléré. Ah, Heu, non, mais on va voir parce que je pense qu'on a des problèmes de son, donc vous aurez un épisode, moi je pense qu'il est bon, mais avec beaucoup de problèmes de son, mais c'est pas grave. On verra ça. Donc j'espère que l'épisode vous a plu. On vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, une bonne sieste, une bonne route si vous êtes sur la route, un bon appétit si vous mangez, un bon caca et surtout jamais les deux en même temps. Comme disait l'ami Jérémy qui n'est plus là, on l'embrasse d'ailleurs, safety first. L'hygiène, c'est primordial. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine et peut-être avec Alexis, même sûrement, je vais le chauffer un petit peu pour qu'il soit là. Allez, ciao, ciao. Ciao Alexis, j'espère que ça t'a plu. Ciao, oui, nickel. Allez, bonne semaine à tout le monde.